Je vous pose la question, monsieur. Je vous dis bonjour. À moi, il y a sujet. Je suis en train de vous parler là, mais sur moi j'ai deux slips. Ça m'intéresse, c'est beau parce que longtemps moins pas ça fait moins plaisir. Ouais, tout le monde, ces gens, ça te marie comme moi. Hein? Alors, faut-moi content, ouais, Régine, n'a moins que béni l'éternel. Moi content, hein? Régine, je t'aime. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Tchepeya. Aujourd'hui, on aborde un sujet encore trop sensible, la prostate. Mais combien important, n'est-ce pas, la santé de l'homme et plus précisément sa prostate. En Martinique, beaucoup d'hommes hésitent encore à consulter par pudeur, par peur ou simplement parce qu'on n'en parle pas assez ou pas comme il faudrait en parler, n'est-ce pas? Pourtant, un dépistage à temps pourrait sauver des vies. Alors aujourd'hui, on va briser le silence, parler sans détour, avec respect et bienveillance, direction Saint-Pierre, micro à c'est azote, c'est Zot qui capali. Si je vous dis la prostate, monsieur, est-ce que ça vous parle? Si ça me parle, je vais être certainement opéré de ça. Et puis, il ne veut pas non plus en parler à toute la population, et des fois même à sa famille, parce qu'ils ont des maladies, ils ont des problèmes, mais ils n'en parlent pas. Je me lève la nuit pendant 2 fois, 3 fois, 4 fois la nuit, là, ma pas savent dormir. C'est l'envie pipi qui a levé comme moi. Ça devient difficile, pénible, très pénible, 62 ans. Vous avez peur de quelque chose? Non, il n'y a rien qui me fait peur. Je pense qu'on va m'opérer. On va certainement me faire une petite intervention, je ne sais pas. Mais je vous dis, Vous n'avez jamais fait de dépistage? je n'ai pas encore fait ça. Ça fait quelques années quand même qu'on a découvert ça. J'espère qu'on va vite m'opérer parce que ça gêne beaucoup. Parce que je suis en train de vous parler là, mais sur moi j'ai deux slips. Vous avez? Deux slips, Vous avez 2 slips. oui, qui épongent les gouttes qui sortent. D'accord. Et c'est douloureux, monsieur? Non. Je n'ai C'est aucune- juste gênant, très gênant. Voilà, très gênant. Ouais. On est mouillé, alors on est obligé de changer de slip. Alors donc, il y a une opération qui sera faite. On verra bien ce qui se passera. Il est juste à mes côtés, notre invité, le docteur Rose, dite Modestine Joanne, urologue, spécialiste justement de ces questions quand on parle de la prostate, mais pas que, quand on parle tout simplement de la santé au masculin. Ouais. Bonsoir et merci beaucoup d'être notre invité sur ce sujet malheureusement en 2025 encore très tabou. Est-ce qu'on pourrait déjà savoir qu'est-ce que la prostate concrètement? Sachez que tout homme, être masculin, naît avec une prostate. Nous avons tous une prostate. Maintenant, cette prostate, avec le temps, elle grandit, elle grossit, peut entraîner des signes et malheureusement, de temps en temps, dessus peut se développer des cellules cancéreuses. Mais qu'est-ce que la prostate? À quoi elle sert? Cette prostate, c'est une glande sexuelle qui participe à l'élaboration du liquide séminal, du sperme, qui va permettre la reproduction. Maintenant, elle participe pour très peu à la fabrication de ce liquide séminal, environ 10 à 15% de ce liquide séminal, mais il participe quand même. Ça, c'est sa fonction, on va dire, exocrine, c'est-à-dire qu'elle produit des éléments vers l'extérieur. Et cette prostate a aussi une autre fonction qui serait d'assurer la continence, c'est-à-dire le fait de maintenir nos urines. Ceci dit, vous, mesdames, vous n'avez pas de prostate. Et pourtant, vous ne vous pissez pas dessus. Donc, concrètement, 10% de fabrication de liquide séminal qui rentrerait dans un intérêt de reproduction, une part de statique et de maintien des urines, globalement, on peut s'en passer de la prostate. Alors, ça me permet de rebondir. Est-ce le premier signe justement des troubles quand on parle de la prostate, quand on a cette... on ne gère plus en fait, on ne gère plus. Le problème c'est que on a vraiment une véritable puissance dans notre pays, mais on dit, et c'est pas forcément vrai. Le problème c'est que la prostate,
quand elle donne des signes urinaires, ça ne veut pas forcément dire cancer. Le problème, c'est que c'est des facteurs confondants, des pathologies ou on va dire des signes qui se confondent et nous font prendre de mauvaises décisions. Une prostate, avec le temps, elle va grossir. Chez tout homme, D'accord. elle va grossir. Et c'est normal. Et c'est normal. Ok. Maintenant, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, que c'est une glande qui est située sur le canal d'évacuation des urines. Et si vous bouchez ce canal d'évacuation des urines, le simple fait, parce qu'elle a grossi, il va y avoir des problèmes pour uriner. Ça ne veut pas forcément dire cancer. Que la prostate est malade. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer Voilà. dessus. Elle est juste trop grosse. Elle grossit, elle donne des signes, des problèmes urinaires. Urinaire. Et à l'inverse, sans même avoir des signes, il se peut qu'il y ait un cancer qui se développe dessus. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on arrête d'associer cancer à trouble urinaire. Ça va être compliqué, on n'y arrivera certainement pas, parce que on est très présent dans notre société, mais trouble urinaire ne veut pas forcément dire cancer et inversement. C'est D'accord. deux choses différentes qui touchent le même organe. Alors, quels seraient justement les symptômes les plus fréquents, en tout cas, où on devrait se dire, il y a un souci vraiment avec ma prostate, peut-être que je suis sujet à un cancer. Au tout début de la maladie, il n'y a aucun signe. Ah. C'est pour ça qu'on insiste essaie sur dans le dépistage. Voilà, il n'y a aucun signe. S'il y a des signes en rapport avec un cancer, c'est que la maladie s'est déjà bien avancée. Elle se développe, elle s'élargit, elle prend de la place et du coup elle comprime également les voies urinaires. À ce moment-là, oui, à un stade très avancé, il peut y avoir des symptômes. Mais au tout début de la maladie, il n'y a pas de signes. C'est pour ça qu'on insiste pour parler de l'importance du dépistage de ce cancer de prostate. À quel âge faudrait-il commencer à surveiller sa prostate, justement? On va faire deux cas de figure. Mhm. Il y a les recommandations nationales qui sont faites pour l'ensemble des Français. Et donc, on devrait commencer à s'y intéresser à partir de l'âge de 50 ans. Mais dans ces recommandations nationales, il y a des petites parenthèses, des petits astérix qui disent « Ah, faites attention, si le patient est d'origine africaine, d'origine antillaise ou s'il a un antécédent personnel de cancer de prostate, et encore une petite astérix, si on connaît dans sa famille une mutation génétique. » Or, sur les quatre que je viens de vous citer, nous en cochons 3. Nous sommes d'origine, par définition, antillaise. On a tous un cousin, un frère, un tonton, un parrain, peu importe, on a tous quelqu'un De près ou de loin. chez nous, messieurs, qui avons un cancer de prostate. Donc nous cochons au moins ces deux-là. Et donc on devrait commencer à s'intéresser à ce cancer de prostate chez nous, aux Antilles, dès l'âge de 45 ans. Est-ce qu'on a trouvé les raisons vraiment pourquoi justement nous, Antillais, on serait plus sujet, n'est-ce pas, à cette problématique? C'est toujours difficile de répondre parce qu'un cancer, ce n'est pas un facteur. Ce n'est pas comme appuyer sur le bouton de l'interrupteur de l'électricité ou de la lumière. Si c'était ça, on aurait guéri tous les cancers. Un cancer, c'est une multitude de multiples facteurs qui viennent se surajouter, se développer et qui font qu'on développe un cancer. Mais dans le cadre particulier du cancer de prostate, certains facteurs de risque ont été identifiés. Nous descendons de personnes qui ont été mises en esclavage. Ces personnes qui ont été mises en esclavage, on descend pour beaucoup d'entre nous d'une partie de l'Afrique qui est subsaharienne, en dessous du désert du Sahara. Et on sait que ces personnes, de manière naturelles font plus de cancers que les autres. Donc nous descendons de ces personnes, nous avons survécu, nous avons, quand je dis nous, nos ancêtres ont été déportés, ont survécu au transatlantique et donc nous ont transmis ces gènes. Alors effectivement, je pense que nous sommes des survivants, il n'y a qu'à voir Teddy Riner, descendant et l'un des hommes les plus forts du monde. Mais on a hérité aussi malheureusement de ces faiblesses génétiques à faire des cancers. Ça, c'est le facteur génétique. Et à côté de ça, il y a un polluant qui est dans notre environnement, la chlordécone, qui est associé à une récidive plus précoce, plus agressive de ce cancer de prostate. Pourquoi ? Cette chlordécone, elle ressemble à une hormone que l'on fabrique naturellement, qui est la testostérone. Cette testostérone, c'est elle qui
qui a fait que les garçonnets sont passés justement du petit garçon à l'homme. On prend de la barbe, on prend du muscle, on commence à muer. Donc, tout ça, c'est lié au fonctionnement des cellules de Leydig, bref, de la testostérone. Cette testostérone, les cellules prostatiques la captent pour leur propre fonctionnement. C'est-à-dire que le carburant de la cellule prostatique, c'est la testostérone. Et donc, tout au long de notre vie, nous allons consommer, nos cellules de prostate vont consommer ce carburant. Donc, vous comprenez également que c'est pour ça qu'avec le temps, cette prostate va grossir, puisque on commence à fabriquer de la testostérone aux alentours de 12-13 ans pour les garçons. C'est pour ça qu'on commence à changer, comme j'ai dit, aux alentours de 12-13 ans. Mais il est clair qu'à 20 ans, on est exposé à la testostérone depuis 6-7 ans, mais qu'à 50 ans, on est exposé depuis 30 et quelques années. Du coup, cette exposition fait que la prostate va grossir. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, cette chlordécone qui ressemble à la testostérone, les cellules prostatiques vont les capter aussi et vont entrer dans une espèce de multiplication anarchique. Je vous raconte ça vite fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais vont se multiplier et vont entraîner des problèmes dans cette réplication. Ça, c'est les deux principaux facteurs. Maintenant, notre équipe de généticiens a enfin mis la main sur un gène en particulier. Alors, encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un gène qui fait que, c'est plusieurs choses qui se surajoutent. Mais effectivement, il y a un gène. Et quand ce gène est altéré, il y a une modification de ce gène, OXB13, mais il est aussi associé à un nombre de cancers beaucoup plus important. Se pourrait-il, et c'est ce vers quoi ça va bientôt découler, on va chercher à savoir, mais se pourrait-il que nous, populations descendantes africaines, nous ayons constitutionnellement une mutation de ce gène. Et donc, ce serait l'une des explications qui viendrait, en plus de tout ça, pour expliquer pourquoi nous faisons plus de cancers de prostate que la population lambda. Ça va faire quelques années déjà que vous êtes revenu au pays, que vous exercez en tant qu'urologue. Est-ce qu'on reste encore mauvais élève sur le dépistage? Est-ce qu'on vient trop tard? Est-ce que, ou encore il y a des cas où on se dit, bon allez, effectivement, ça va mieux, les hommes consultent plus ou pas du tout? Vous avez tout répondu. Oui, on voit de tout. On voit encore des personnes d'un âge, on va dire, respectable, qui sont pas malades. Ouais, docteur, pas malade. Mon pagnaille. Pas malade. Si vous docteur, c'est Ah ouais, malade, vous êtes vraiment confronté. J'ai l'impression de les voir vraiment. C'est mon arrière-grand-père. C'est vraiment pas malade. Vous docteur, si vous malade, c'est si vous docteur, c'est malade, même pas docteur, mais pas malade. Il y a certains d'entre eux qui attendent que les choses soient vraiment au stade le plus avancé possible, de ne plus pouvoir marcher avant de le consulter. Et puis non, heureusement, sincèrement, sur les 6 années, on voit quand même un changement de mentalité. On voit un changement de mentalité, il y a des gens qui sont de plus en plus informés. Je pense que sur les réseaux, il y a du bon. Il y a des gens qui parlent, qui discutent, et les gens viennent nous voir en prévention, et entre guillemets, ça fait plaisir. Oui, on peut discuter avec eux, et plus tôt vous viendrez, plus vous aurez le choix de ce qu'on peut faire pour vous. Plus vous attendrez et plus on va devoir faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut, c'est pas forcément avoir toujours le choix. Des fois, le nombre de choix est très restreint et très agressif. Et du coup, on est agressif aussi. Les cas irréversibles, on en arrive où en fait? À quel stade? À quel point? Malheureusement, je vais prendre les cas les plus extrêmes. Quand on a des métastases de ce cancer de prostate, l'idée c'est de prolonger la vie. On ne peut pas vous dire qu'on va vous guérir quand vous avez une métastase, mais peu importe, cancer de prostate ou cancer solide. Alors, c'est sûr que l'oncologie a fait d'énormes progrès ces dernières années et la survie, maintenant, c'est quasiment, pour beaucoup de cancers, vivre de manière chronique avec son cancer. Maintenant, le cancer de prostate à un stade métastatique, ce n'est malheureusement pas encore le cas. C'est des maladies, certes, on a beaucoup de traitements possibles. On va multiplier les lignes de traitement les unes après les autres, pour permettre aux gens de vivre le plus longtemps possible, mais ça reste malgré tout de la survie. Ce n'est pas encore de vivre de manière chronique comme on pourrait parler d'autres cancers. Je ne vais pas m'avancer sur les autres parce que je ne suis pas spécialiste, mais le cancer de prostate, malheureusement, pour l'instant, quand on arrive à un stade de métastase de ce cancer de prostate, l'objectif c'est de faire survivre dans des conditions les plus acceptables possibles. Et on peut vivre pendant 15-20 ans avec ce cancer de prostate, mais ça reste de la survie.
quand on parle de progrès, quel bond avons-nous fait? Parce que certains peut-être sont restés, je ne sais pas, traumatisés et véhiculent pas forcément les bonnes informations pour pouvoir encourager l'autre justement à franchir le pas, aller se faire dépister le plus souvent que possible, le plus rapidement que possible, etc. On en est où aujourd'hui en 2025? En ce qui concerne le cancer de prostate, nous avons du très très bon matériel. Je parlerai du diagnostic. Et là, je vais parler du TEP scanner. Ce TEP scanner, donc, c'est un scanner un scanner IRM que l'on peut faire avec des traceurs spécifiques du cancer de prostate qui s'appelle le PSMA. Nous avons, au moment où ça a été lancé, donc en 2000, il y a 1 an et demi, 2 ans, au moment où ce fameux TEP scanner a été lancé à l'ICIN, l'Institut caribéen de médecine nucléaire, d'imagerie nucléaire, pardon, c'était la 4e machine la plus puissante au monde. D'accord ? Donc on avait quelque chose de vraiment performant. Et on a quelque chose de vraiment performant. Là, on parle de diagnostic. Maintenant, en matière de traitement. Quand on parle de traitement, on va faire le distinguo entre les cancers à un stade métastatique et les cancers à un stade localisé. Peu importe. En matière de cancer métastatique, malheureusement, on ne fait qu'appliquer les recommandations qui existent sur le plan national et on fait comme tout le monde. Donc on est au même stade que tout le monde. En matière de prise en charge, qu'elle soit chirurgicale ou en matière de radiothérapie par nos confrères de radiothérapie en Clarac, nous avons les mêmes machines, voire parfois meilleures que ce qui existe dans la France hexagonale. Pour nous, chirurgiens, nous avons accès pour chirurgie à la chirurgie robotique, comme l'ensemble des autres collègues en France hexagonale. Ce dépistage, monsieur, Oui, c'est là où c'est le maillon faible pour ces hommes. oui. Ils sont réticents, ils ne veulent pas se laisser toucher, ils ne veulent pas qu'on entre dans leur intimité. Et donc, c'est un vrai frein pour eux de consulter et justement de faire le pas, d'anticiper, prévenir que guérir. Comment se passe un dépistage aujourd'hui? Aujourd'hui, le premier examen à faire, c'est un PSA. C'est une prise de sang. Et ça, généralement, c'est une discussion avec votre médecin généraliste. Et je pense, de plus en plus, nos collègues généralistes sont sensibilisés à cela et proposent assez facilement ce dosage du PSA. Ce dosage du PSA, il nous est recommandé de l'accompagner d'un toucher rectal. D'accord ? Tout dépend de l'âge. Et tout dépend de la relation que vous avez avec votre praticien. Proposer, ce n'est pas forcément une obligation. On peut discuter, vous n'êtes pas obligé de Le faire toucher un PSA. rectal, c'est un complément de ce Ça va PSA. ensemble. Ça va Ça ensemble. va On ensemble. ne peut pas faire le PSA seul, Vous pouvez, mais on n'aura pas toujours les mêmes. On n'aura le pas, même on n'aura diagnostic, pas tous les éléments. tous Alors, les éléments. D'accord. On peut passer à côté de quelque chose. voilà. Maintenant, on ne va pas se mentir. Ce toucher rectal est clairement un frein dans notre pratique quotidienne et c'est une discussion que l'on a avec les patients. Honnêtement, on fait de moins en moins de toucher rectaux parce que les patients viennent nous dire mais bon, on fait des IRM, ceci, cela, pourquoi vous voulez? Je dis il n'y a pas de souci. C'est une discussion, on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Effectivement, l'avènement de l'IRM qui a pris une place particulièrement importante dans notre démarche diagnostique, grâce au taux de PSA et de l'IRM, on arrive à coupler les choses pour avoir des taux de dépistage qui sont très très intéressants. D'accord. Donc on arrive à pallier tout simplement. Oui, on arrive à faire ce qu'il faut. Ils vous disent quoi? Alors, on aurait tendance à croire que, voilà, comme dit culturel, oui, il y a ce machisme ambiant. Oui, on touche à la virilité. La virilité qu'il y a chez nous aux Antilles, mais rassurez-vous, elle existe partout. Hein, c'est pas que aux Antilles. Ouais. C'est partout, d'accord. Maintenant, je connais surtout, j'ai exercé un petit peu en France hexagonale, là aussi c'est pareil, il y a les mêmes freins. Maintenant, je connais surtout chez moi, où voilà, et on a des expressions, on a des choses qui sont répétées tout le temps, qui font que ça rentre dans la tête de manière inconsciente. Et les gens ont un peu de mal à venir. Mais honnêtement, sur les dernières années écoulées, les choses changent. Pas faire semblant, les choses changent vraiment. Et Très souvent, on parle de couple, justement, des couples. Les femmes sont à côté de ces hommes. Quel
quel rôle pourraient jouer ces femmes pour encourager justement, ou pas du tout? C'est le... Alors, j'aime pas employer ce mot potomitan parce qu'on remet beaucoup de... Comment dire? On remet beaucoup de choses sur le dos et les épaules de la femme. Et C'est vous qui pas... le dites, je Pas que confirme. moi, pas que moi. J'employais beaucoup cette expression et j'ai été remis un peu dans le droit chemin par la présidente à l'époque de l'association Amazon section Guadeloupe, qui Mhm. m'a dit d'arrêter d'employer cette expression Le parce potomitan, qu'on a là. le droit Ouais, ouais. d'avoir des moments. Mais complètement. Voilà, donc arrêtez avec Ouais. ça et ça donne Ouais. une espèce En nous charger d'obligation. toujours, Voilà, madame. une obligation, une charge mentale. Donc d'arrêter d'employer ça et j'essaie de ne plus l'employer. Mais sincèrement, les messieurs qui sont accompagnés, ça se passe toujours beaucoup mieux. On va pas faire semblant, ça se passe beaucoup mieux. Que ce soit au niveau de la récupération sexuelle, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan de la vie tout court, ça se passe beaucoup mieux pour les personnes qui D'être sont encouragés, accompagnés par leur épouse, alors, leur compagne. ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne dis pas que ça se passe mal pour ceux qui sont célibataires, c'est pas ça du tout. Nous constatons avec nos études que nous menons au sein de notre service, des études sociales, et sur le plan comportemental, on constate qu'on a des résultats de satisfaction qui sont meilleurs quand les patients sont accompagnés. Ceci dit, les dames, je ne vais pas vous mentir, il y a 6 ans, quand on faisait des campagnes d'explication de dépistage, le parterre c'était 90% de dames qui venaient prendre des informations pour leurs compagnons. Elles franchissent le pas pour eux. Ah mais elles s'occupent de leurs hommes. Elles s'occupent de leurs hommes, c'est bien. Elles venaient prendre les informations pour leurs hommes et ensuite les amener à la consultation. Je ne vais pas faire semblant, elles les amenaient. Oui, À la traînait presque, consultation. oui. Depuis, je vous dis, depuis 6 ans, le parterre est composé, je pense, malheureusement, quand on va faire des conférences, le public, malheureusement, est déjà touché. Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens patients, il y a beaucoup de gens, mais clairement, ça commence à être du 50-50, du 60, je dirais presque du 60-40. 60% d'hommes, 40% de femmes. Et donc, les dames sont, en tout cas, nous, quand elles sont présentes, et on essaie dans notre parcours d'accompagnement qu'elles soient présentes si monsieur le désire, mais on encourage fortement à ce qu'elles soient présentes parce que les résultats sont bien meilleurs. La problématique, c'est ce qui trotte aussi dans la tête des hommes, c'est après une opération, si on en arrive là, après une opération, est-ce que je vais retrouver toutes mes facultés sexuelles? Est-ce que je pourrais satisfaire encore mon épouse? Est-ce que je pourrais encore reprendre ma vie d'avant ou pas du tout? Mais vous le dites très bien, c'est ce genre d'expression qui fait que les gens ne viennent pas nous voir. L'on passe un urologue, il va me couper sa barre, aborder encore, quoi, puis sans l'heure. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne viennent pas nous voir. Alors je ne vais pas faire semblant, on ne va pas vous mentir en vous disant que vous allez bander comme lorsque vous aviez 20 ans. Ce n'est pas vrai. Maintenant, plus tôt la maladie sera détectée, plus vous aurez la possibilité d'être traité par, on va dire, le choix de votre traitement. Dans les traitements reconnus pour un stade, on va dire, localisé de la maladie, il y a 4 traitements en France. La curithérapie, la radiothérapie, la prostatectomie, l'ablation chirurgicale et la surveillance active. Surveillance active veut dire qu'on sait que vous avez un cancer, mais les caractéristiques du cancer au moment où on le diagnostique sont, on va dire, peu indolents, c'est-à-dire peu agressifs, et nous permettent de le surveiller parce qu'on sait que les traitements qu'on va faire vont avoir des conséquences. Donc on va surveiller ce cancer et retarder le plus longtemps possible l'idée d'une intervention, d'une radiothérapie qui, elle, au moment où on parle, aurait plus de séquelles. Après, si la maladie, elle évolue, ce qui est généralement le cas, il faut mettre en balance avantage d'un traitement pour vous guérir et les effets secondaires tels problèmes d'érection, problèmes d'incontinence qu'il peut y avoir. En matière d'incontinence, sincèrement, il y a très peu d'incontinence. Je dis bien très peu, je ne peux pas vous garantir Oui, il y a 100%. pas de... Voilà. Parce qu'évidemment, je peux donner des chiffres, mais les chiffres à l'échelle individuelle, ça n'a pas de sens. Celui sur qui ça tombe, c'est du 100%, malheureusement. Les autres, ils sont passés au travers des gouttes et ils sont contents. Mais il y a très peu d'incontinence urinaire après chirurgie
en chirurgie laparoscopique. Alors quand on dit laparoscopique, c'est soit en célioscopie, comme ce que font nos confrères de la clinique, ou nous, ce que nous faisons en chirurgie robot assistée à l'hôpital. Et donc il y a très peu d'incontinence après ce type d'intervention. En matière d'érection, sincèrement, tout dépend de deux choses, l'état d'avant. Alors effectivement, les messieurs sont souvent très coqs, hein, très fiers. Oui, Mais il suffit de poser 2-3 questions à madame et au final, bref, on voit que c'est pas ce qu'il nous raconte. Mais sincèrement, tout dépend de l'état d'avant, du nombre et la qualité des érections avant. On ne pourra pas revenir en arrière, on ne pourra pas faire gagner les gens. Oui. Et de la qualité de la préservation des bandelettes vasculo-nerveuses. Alors, ce qu'on appelle bandelettes vasculo-nerveuses, ce sont, pour faire schématique, les nerfs par lesquels passe l'influx nerveux de l'érection. Ces nerfs, alors les gens pensent que c'est un fil qu'on va couper, c'est pas forcément un fil, mais bon, c'est tout un ensemble de nerfs qui sont accolés à la prostate que l'on va pouvoir préserver plus ou moins en fonction de l'avancement de la maladie. De l'âge aussi, tout ça, L'âge, du patient, oui, l'âge c'est un facteur aussi. Mais vous avez tout dit. Quand je dis l'état d'avant, tout dépend de l'âge, des comorbidités, le diabète, l'hypertension, les pratiques d'avant, surpoids, obésité, tout ça fait qu'il y a des défaillances, si je puis dire, auparavant, et la chirurgie ou la radiothérapie ne va pas aider. Maintenant, en termes de chirurgie, si on peut préserver ces bandelettes, on les laisse en place et ça laisse une chance que ça fonctionne. Je dis bien une chance. Une chance. Ça ne veut pas dire que ça va forcément remarcher comme avant. 90%, il y aura une modification, on ne va pas se mentir. Mais chez nous, nos études que l'on a fait en interne et qu'on est fiers de publier en congrès, c'est qu'il y a 80% de nos patients qui sont satisfaits. Alors ça veut pas dire qu'on bande, mais 80% satisfaits. Très souvent, quand on parle de santé, on résume... entre guillemets, la bonne santé, à l'alimentation, l'hygiène de vie, l'activité physique. Est-ce qu'effectivement, quand on coche toutes ces cases, on pourrait prévenir tout cela? Compliqué, mais on ne peut pas prévenir. Dans le cadre du cancer de prostate, c'est très particulier. Oui, voilà, vous avez dit tout à l'heure, il y a des facteurs de risque sur lesquels nous, on ne peut pas jouer. Nos ascendances génétiques, nous sommes comme ça, on ne peut rien y faire. On peut rien y faire. L'exposition, d'ailleurs l'exposition à ce polluant qui est dans nos sols, nous n'y pouvons rien. Nos sols sont pollués pour encore 200 ans. D'accord ? Mais je vous ai dit aussi tout à l'heure que nous avons une reproduction de cellules et quand il y a une erreur, nous avons un système immunitaire qui est censé être capable de se régénérer, détruire cette cellule malade qui est une erreur. Au risque de vous faire peur, en moyenne, vous et moi, on produit 200 cellules anormales par jour. Oula. Mais sauf que vous avez un système immunitaire qui est capable de la détruire. C'est comme ça, vous avez le nombre de milliards de cellules que l'on a dans le corps lors des réplications. En moyenne, il y a 200 cellules anormales qui sont produites chaque jour. Mais notre système immunitaire est capable de la reconnaître et de la détruire. De la rejeter, de la détruire tout simplement. Le corps humain est magnifique. Mais il y a encore tellement de choses à découvrir sur ce corps humain, c'est génial. On est capable de la détruire, d'accord? Mais ce système immunitaire, si vous l'agressez tous les jours, tabac, alcool, si vous ne l'entretenez pas, ou si vous amenez des toxiques, graisses saturées, si vous ne faites pas de sport, ça ne veut pas dire aller courir le marathon, c'est avoir une activité physique, c'est très con, évitez de prendre l'ascenseur. Le manque d'activité physique, globalement, tue plus que les cancers. Donc, globalement, si on avait une activité physique, si on maintient et on essaie d'avoir un système immunitaire performant, et ça passe par effectivement l'alimentation, ça passe par éviter les toxiques et avoir, entre guillemets, une bonne hygiène de vie, on contribue à maintenir un système immunitaire fort qui, lui, va pouvoir nous protéger de ces cellules cancéreuses. Je ne peux pas vous dire que jamais on en aura, mais si on pouvait se donner une chance, ce serait un petit peu mieux. Quel serait le message de fin fort que vous dites à toutes ces personnes qui nous regardent ce soir? Je dis bravo pour des médecins comme vous, de talent, qui reviennent au pays en fait. On a besoin de ça et je suis fière de faire votre interview ce soir et j'aime beaucoup l'approche et la manière dont vous expliquez les choses et pour ça je vous dis bravo en tout cas. Alors deux choses. Oui. Nous sommes beaucoup.
dans ma situation, il y en a Il y en beaucoup. a d'autres. Il y en Eh a bien, plein tant d'autres. mieux. Mais sortez de... Est-ce qu'on va réussir à parler à la télé? C'est pas Oui, si ça, c'est simple encore que un ça. autre Mais exercice. il y en a beaucoup. Il y en a d'autres, Il y c'est en très a bien. beaucoup. Et ce que je Le voudrais dire, message fort, du coup... avant d'ouvrir prend. C'est ce que mon arrière-grand-père me disait toujours. Ou c'est, le premier docteur, c'est vous-même. Vous êtes spécialiste de vous-même. Nous sommes des spécialistes d'organes, mais vous connaissez mieux que nous, en fait. Vous êtes spécialiste de vous-même. Vous savez ce que vous avez vécu, pas vécu, qu'est-ce que vous voulez, quel est votre état mental. Vous n'êtes pas obligé de le raconter au moment T à votre médecin. Donc, vous êtes spécialiste de vous-même. Mais par contre, prenez-vous en main. Si vous avez l'information, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous choisissez. On a aussi, entre guillemets, cette chance. Le cancer de prostate, c'est une maladie qui, en moyenne, on va dire un temps de doublement. Alors, pour expliquer le temps de doublement, on va dire c'est le temps de multiplication des cellules, le temps où les choses se multiplient par 2. Le cancer de prostate, c'est 18 mois. Ah oui. C'est pas comme d'autres cancers qui sont ultra agressifs pour lesquels on doit se dépêcher. Vous avez 18 mois quand même. C'est-à-dire au moment où Avant vous faites le qu'il ne diagnostic, devienne, voilà, en grosse moyenne, c'est 18 mois. Donc, effectivement, on ne va pas faire semblant, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, mais en 18 mois, vous pouvez avoir un rendez-vous. En 18 mois, vous pouvez avoir un rendez-vous. J'ai envie de dire, on peut avoir plusieurs rendez-vous. Voilà. Si, dernier message fort, tout stade confondu, c'est-à-dire y compris ceux que l'on découvre à un stade métastatique, c'est-à-dire une maladie très avancée, tout stade confondu, c'est 90% de survie à 5 ans. C'est-à-dire que quelqu'un, peu importe le stade, au moment où je lui parle, et on lui diagnostique, on lui annonce qu'il a un cancer de prostate, il y a plus de 90% de chances pour que dans les 5 ans, il soit encore en vie. 80% de chances pour que dans les 10 ans, donc, il soit encore en vie. C'est 80% de survie à 10 ans. Donc c'est une maladie qui est extrêmement fréquente, qui a énormément de traitements disponibles, y compris à des stades très avancés pour nous permettre de survivre. Quand on sait qu'un simple dosage du PSA peut nous éviter d'arriver à la métastase, bon ben, vous savez quoi faire. On a tout dit. Merci beaucoup, vraiment. De rien. C'est encore une autre approche ce soir et chaque année, hein, j'ai envie de dire, parce que je traite ce sujet chaque année et aujourd'hui encore, ben, je découvre et j'en apprends et je suis sûre que les téléspectateurs également. En tout cas, j'espère que le déclic sera fait ce soir à tous les niveaux. Docteur Rose dite Modestine Joanne, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions sans tabou. On rappelle que vous êtes urologue et merci et bravo encore pour le travail que vous faites pour toutes ces personnes. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre sujet, toujours sur votre chaîne ATV. Émission Tala, pas oublier que c'est à Zot et c'est Zot qui capale.